D'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais un gentil garçon au début, j'ai bien fait mes devoirs et pour me récompenser, on m'a donné deux jolis parchemins. Le premier étant un parchemin d'informaticien, donc j'étais complètement incompétent. Et la deuxième partie était un diplôme d'économie auquel je n'y connaissais rien et on m'a quand même fait confiance pour me filer un deuxième parchemin. Donc on donne vraiment des diplômes à n'importe qui. Heureusement qu'on les certifie avec la blockchain après parce que sinon on pourrait en créer sans avoir les compétences. Suite à ça, du coup, en gentil garçon, je suis parti dans l'ISS2I, puis dans une banque, et il m'est arrivé par hasard de me retrouver dans une banque et avoir pas grand-chose à faire. Et c'est dans cette banque-là où j'ai entendu parler de Bitcoin pour la première fois. J'étais dans les équipes de paiement, d'innovation paiement en plus, donc vraiment à la pointe. Et quand j'ai commencé à regarder ce que c'était que Bitcoin, on m'a dit que c'était pas l'endroit pour le faire. Et globalement, j'ai commencé par penser que c'était un gros scam, que c'était à peu près n'importe quoi, des PC qui faisaient de l'argent, c'était quoi ce délire? J'ai cherché comment ça marchait pas. Je me suis demandé mais à quel endroit ce truc est planté, comment est-ce qu'on peut faire de l'argent, est-ce que le réseau n'est pas distribué, il y a un mec qui gère quelque chose. C'est les développeurs, ils sont qu'une dizaine, ils doivent se connaître, c'est eux qui organisent le truc. La crypto, les algos, ça se trouve c'est des algos à 2 balles, ils n'ont pas pris des trucs sérieux, ils ont dû mettre des failles de sécurité partout. Je me suis demandé à quel endroit ça marchait pas. Est-ce que la monnaie, est-ce qu'ils allaient faire une quantité illimitée comme n'importe quoi, ils allaient en cramer énormément. Et non, en fait, j'ai vu sur tous les axes, en fait, c'était solide, ça faisait du sens. Et donc j'ai changé d'état d'esprit à la fin, je me suis dit non, en fait, c'est top. C'est génial en fait, c'est ce qui va remplacer le paiement à terme et c'est pour ça qu'il faut y aller. Et quand on est jeune et qu'on découvre un truc qui est génial, on dit vas-y all-in, je maîtrise, enfin j'y crois à fond, j'y vais comme un taré, on n'a pas de modération. Et j'ai fait ça, j'ai tout mis sur Bitcoin en me disant ça va cartonner, on va décoller un truc de fou, il faut y être. Et c'est à ce moment-là que j'ai du coup lâché mon boulot à BNP, lancé ma boîte il y a maintenant 2 ans et demi. On ne parlait pas de blockchain à ce moment-là, on parlait simplement de Bitcoin qui était fait pour le piratage. Et donc j'ai commencé des activités liées à ça à partir il y a 2 ans et demi. Donc je vous souhaite aussi de vous dire un moment dans une des cryptos que vous allez voir, c'est celle-là qui va cartonner et de vous lancer un truc comme ça parce que c'est un peu un saut de l'ange. Vous avez un peu l'impression de vous dire mais à quel moment je vais me cracher? Et puis en fait il y a un moment le truc décolle et c'est ce qui vous fait partir dans une super innovation. Avant de partir du coup sur le paiement, que vous avez bien compris que c'était là où je venais, donc un des domaines qui m'attire le plus et qui m'intéresse le plus dans cette techno, un mot sur le Blockfest. Comme on n'a pas encore eu le temps trop de vous le présenter, c'est un ensemble de start-upers qui se sont dit il y a un an et demi, c'est cool, la techno commence à être connue, mais on a vraiment un problème de pédagogie. On a besoin que les gens sachent comment ça fonctionne et on a un manque d'outils pour leur présenter comment ça tourne et comment on peut l'utiliser, comment est-ce qu'on pourrait vraiment en faire quelque chose dans chacun des domaines d'activité, pas forcément que sur du paiement, là je vais vous parler de paiement, mais c'est utilisable dans tous les domaines et vous l'avez vu juste avant. On va voir comment est-ce que, on s'est posé la question comment faire en sorte que le grand public ou les développeurs ou que les gens qui s'y intéressent aient accès à l'information et ne galèrent pas à chercher ces infos et comment est-ce qu'on pourrait leur donner nos compétences. C'est comme ça que le premier événement a eu lieu il y a 1 an et demi maintenant, ici même, à 42, pour faire le premier Blockfest. C'était je trouve un grand succès, ça a été vraiment la première occasion d'avoir beaucoup de développeurs qui se sont réunis pour faire un hackathon et bosser sur cette techno et voir ce qu'on pouvait en faire. Et depuis, ça a essaimé, il y a eu pas mal d'événements qui ont eu lieu dans différentes villes, je crois qu'il y en a eu à Grenoble, il y en a eu à Rennes, il y en a eu plusieurs. Et ça donne maintenant une sorte d'une communauté qui est intéressée, qui est motivée pour transmettre cette pédagogie qui permet de diffuser cette information et cette compétence. Et ça donne aussi un accès assez facile et utilisable pour le grand public pour découvrir cette techno. Donc voilà sur le Blockfest et je pense que PA complétera si besoin. Retour au paiement, c'est parti. En gros, on a un super système bancaire, aucune ironie dans cette phrase, permettant de faire des paiements, ça tourne et ça fonctionne, mais votre banquier est le premier à savoir ce que vous faites de votre vie. C'est le premier intéressé par le fait de savoir quelles sont vos informations, quelles sont vos données, qu'est-ce qu'il peut vous vendre en plus, quel partenariat il peut faire avec ces données pour gagner encore plus de pognon. Sinon, il ne serait pas banquier. Donc on a cette solution qui fonctionne avec les problèmes de monnaie qu'on a vu tout à l'heure, avec Bitcoin Cash. Je n'y reviens pas, c'est l'état actuel avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. On a à l'opposé quelque chose qui arrive en disant les cryptos c'est de la balle. On va faire un super système de paiement, vous allez voir, ça va tout casser. Bitcoin Cash, les Lightning Network, ça va être génial. Et du coup, vous devriez mettre de l'argent parce que vous allez voir, ça va monter en valeur. Et c'est là où la promesse est à moitié réussie pour la partie paiement. C'est-à-dire que si vous dites, OK, utilisez de l'argent, ayez de l'argent parce qu'il va monter en valeur, c'est pas de l'argent que vous utilisez, c'est un asset, c'est-à-dire c'est un actif de réserve. Vous n'êtes pas en train de créer un système de paiement, vous êtes en train de créer un système de réserve de valeur. D'ailleurs, tiens, on va faire un sondage. Tiens, j'ai plein de sondages à vous faire. Déjà, qui dans la salle sait coder? Je veux dire, c'est développé et capable de faire un site web. Ouais, les 2 tiers. Ouais, je peux te faire des termes techniques, il y aura un tiers qui va me huer, mais ça te fera.
Qui dans la salle a acheté une crypto-monnaie? N'importe laquelle, juste pour savoir. Ouais, quasiment les 2 tiers aussi. C'est bizarre, c'est quasiment les mêmes mains. Comme quoi, il faut savoir ce qu'on achète pour en acheter. Ça veut dire qu'il faut aussi que l'informatique se vulgarise. Bon, autre débat. Parmi ceux-là, qui l'a utilisé pour acheter un vrai truc? Waouh! 1, 2, 3, 4, 5. Là c'est pas 10% de la salle, c'est... OK. Bah, du coup, ça confirme ce que j'ai annoncé avant. Ça va, j'ai pas dit de bêtises. En effet, on a un asset qui n'est pas créé pour devenir un moyen de paiement. C'est un asset qui monte en valeur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est créé et que les gens l'utilisent. Il est créé structurellement parce qu'il faut que les gens soient intéressés à mettre de la puissance de calcul. Il y a un intérêt. Il y a besoin que la rareté se fasse parce qu'il y a besoin que les mineurs y aillent, il y a besoin que les développeurs s'y intéressent, il y a besoin de rémunérer des gens là-dessus. Donc il y a vraiment besoin que le cours monte. Et pour que le cours monte, ça veut dire que ça devient plus un moyen de paiement, ça devient un moyen de transfert d'assets, d'actifs. Donc je suis en train d'envoyer mon livret A à quelqu'un d'autre à l'autre bout du monde, mais je ne paye pas au quotidien avec mon livret A. J'ai un autre compte qui me sert pour le paiement. Voilà le challenge sur lequel on est. C'est ce qui me fait penser qu'on aura d'un côté des cryptos et de l'autre côté un truc qui va remplacer la carte bancaire mais qui sera basé sur une blockchain, qui sera une sorte de crypto-fiat, qui sera une monnaie étatique, qui perdra en valeur au fur et à mesure du temps comme il se doit, mais qui fera qu'on aura envie de l'utiliser parce que sinon, moi, mes humbles Bitcoin Cash ou autres, j'ai pas envie de les utiliser parce que je pense que dans un an, ils auront fait x10. Et c'est cool s'ils ont fait x10, j'aurai encore plus de thunes, mais par contre, je ne sais pas quel argent utiliser au quotidien. Je vous ai résumé en 10 phrases tous mes slides, ça va être un peu ballot. Bon, donc c'est un actif de réserve. Pour la partie paiement, il n'y a rien de surprenant, il n'y a rien d'innovant pour ceux qui font du code. On va découvrir que la modélisation est strictement la même. Un paiement sur Bitcoin, sur une crypto-monnaie ou sur un PayPal ou sur un autre truc, c'est toujours une personne qui envoie de l'argent à quelqu'un d'autre. On veut savoir le montant, on veut savoir la date et on veut savoir est-ce que c'est bien la bonne personne qui l'envoie. Une fois qu'on a fait ça, on l'écrit sur un chèque en papier, on l'écrit sous le protocole CB2A pour la partie CB, on l'écrit en PayPal avec l'API qu'ils ont. Bref, il y a 15 000 façons de l'écrire, mais c'est toujours les mêmes données. Donc la modélisation ne change pas. Ce qui change déjà, c'est que pour les crypto-monnaies, vous aurez la transparence. Donc vous verrez ce qui se passe, vous verrez votre transaction, vous pourrez prouver qu'elle a eu lieu. Ça, c'est un premier point qui est assez innovant. Bon, là, du coup, ça va n'intéresser que les 20% de la salle qui ne sont pas forcément des développeurs. Le fonctionnement d'une transaction, c'est identique à un email. Ça va être la même étape. Il n'y a pas de changement là-dessus. Vous allez vous retrouver avec j'ai une adresse que je veux créditer. Comme je veux envoyer un email, ben c'est la même chose. Je veux m'intéresser à quelle est l'adresse à laquelle je veux envoyer l'argent. Après, c'est combien je vais envoyer. Je vais préparer mon email avec le contenu. Donc, il faut que je récupère un montant et je signe cet élément-là. Et je le diffuse sur le réseau. Donc, quasiment la cinématique, elle est adaptée. Elle est celle de l'email adaptée pour le paiement. J'envoie ça sur le réseau et le commerçant, à l'autre bout du réseau, je vous passe les détails, va récupérer l'information. Tiens, j'ai été crédité. Et va du coup pouvoir délivrer le service. Si on n'avait que le slide à gauche, on aurait l'impression que c'est un système PayPal++. On a en fait tout un réseau d'ordinateurs distribués qui va passer par un protocole, qui va s'organiser, qui va bosser là-dessus pour arriver à ne pas avoir d'entreprise centrale, de ne pas avoir de compte spécifique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas il y a nulle part où il y a écrit telle adresse à tel solde. C'est un ensemble de transactions qui sont maillées les unes avec les autres. Le fait d'avoir un enregistrement d'un solde quelque part dans une blockchain ou dans un nœud serait vu comme une faille de sécurité. Donc on n'a pas de solde de telle personne à tel compte, on a juste une information sur quelles transactions sont passées. Bref. C'est un actif de réserve, je repars là-dessus pour l'avoir en tête. Du coup, il a été limité à 21 millions. C'est aussi le cas pour Bitcoin Cash, comme l'a présenté Amaury tout à l'heure. C'est en quantité capée. On a 8 chiffres après la virgule, bref, tout ça, vous le connaissez. C'est des éléments sur la partie Bitcoin. Simple point, c'est que ça en fait du coup quelque chose qu'on stocke et pas quelque chose qui est utilisé pour le paiement. Et même la partie Lightning Network, même si je suis convaincu que ça va permettre la scalabilité, ça va permettre la scalabilité d'un actif de réserve. Donc ça va permettre de faire plus de flux, mais je ne suis pas certain que l'utilisateur soit intéressé à le faire. Je pense qu'il y a un problème de conception sur le fait que Lightning Network va permettre de faire du process, donc va permettre de baisser les fees, mais que les utilisateurs ne vont pas forcément faire plus de flux au quotidien avec ça. Oui, la logique comme quoi, c'est pour ceux qui veulent un peu faire de maths et s'amuser à ça, c'est la série géométrique de 1 sur 2 puissance n à l'infini qui se cale vers 2 et qui du coup fait qu'on arrive à 21 millions. Pour le fun. Ah oui, j'ai pas eu le temps de le faire celui-là. Montée du cours en log, si vous comparez, alors dommage, c'est un écran blanc, c'est magnifique, je vais pouvoir vous expliquer les choses comme ça. Si vous comparez le cours
de la valeur de Bitcoin, vous allez voir que c'est en échelle log. Vous allez vous rendre compte que on ne fait pas x2 au fur et à mesure du temps, on fait des effets de x10. Parce que comme toute technologie, quand elle est en train de se répandre de se démocratiser, c'est pas en faisant simplement 20% de croissance annuelle. Il faut qu'elle fasse x10 pour arriver aux milliards d'utilisateurs à la fin. Donc on passe des échelles qui sont bien plus importantes que celles d'une croissance habituelle. Si vous regardez la croissance de Facebook, la croissance des smartphones, les différentes croissances des outils qui sont démocratisés, il y a besoin de passer des niveaux d'échelle par x10 chaque année. Bitcoin, c'est la même logique. Par contre, si vous regardez la partie quantité de transactions qui est faite, il y a l'information sur blockchain.info, on est en gentiment linéaire à faire du x1,5, x2 par an. Par rapport à ça, x1,5, c'est sur quoi? Un nombre de transactions. Tout à fait, on fait 50% de croissance, à peu près, on fait x2 en nombre de transactions. Et on est maintenant quasiment capé, parce que le cap sur partie Bitcoin limite le nombre de transactions. Donc les autres réseaux commencent à se remplir simplement en raison de la saturation de Bitcoin. Bon, en retour sur le paiement. Pourquoi Bitcoin? C'est un moyen de paiement qui apparaît comme étant ultra atypique et qui, au début, n'a pas été compris par les banques et je ne suis pas certain qu'il le soit toujours, qu'il le soit maintenant. On a un moyen de paiement qui est quasi gratuit. Et ça, ce n'est pas dans la logique bancaire. On cherche à faire du paiement sans avoir de fees, ou vraiment des fees minimes. Au lancement de Bitcoin, quand les blocs n'étaient pas encore pleins, on pouvait faire passer une transaction pour 1 à 2 centimes. Le montant minimum des frais, juste des frais d'une transaction bancaire, c'est 15 centimes. On a un système qui est mondial. Quand je dis mondial, c'est vraiment mondial. Ça veut dire que partout il y a Internet, il y a Bitcoin et vous pouvez l'utiliser. Et il y a à peu près Internet partout sur la planète. Le système bancaire est hautement international, mais il n'est pas mondial. C'est-à-dire qu'il est présent partout où il y a des banques. Et malheureusement, il n'y a pas des banques partout sur la planète. Donc on a déjà une couverture, une population qui n'est pas la même. On a des frais qui sont supplémentaires sur le secteur bancaire, on a des contrôles d'accès qui sont aussi différents, mais on a aussi une forte différence de population et de personnes qui sont présentes. L'instantanéité pour toute personne qui a déjà fait un paiement en crypto, ça bluffe. Il y a un effet waouh, en tout cas moi c'est ce qui m'a apparu choquant au début, c'est l'effet waouh de faire une transaction, scanner le QR code et voir le téléphone qui s'allume. Je ne sais pas si vous avez ressenti de la même façon, mais moi c'est une des expériences utilisateurs qui me... Tiens, qui n'a pas fait encore de transaction en paiement avec une blockchain? Et pas peur, on aura le temps d'en faire, donc du coup, Amaury qui lève la main. Oui, normal, ça passe pas sur blockchain, sur Bitcoin Cash, il n'y a plus de... c'est saturé. On aura l'occasion du coup d'en faire. C'est le genre de choses, il n'y a pas besoin d'argent, on fera sur un réseau de test. Mais c'est vraiment le genre de choses qu'il faut avoir vécu parce qu'on comprend à ce moment-là pourquoi il y a des gens qui se disent mais c'est génial ce truc. Parce qu'on voit vraiment l'effet waouh de faire une transaction instantanée, gratuite, d'un téléphone à un autre pour la quantité d'argent qu'on veut. Vous voyez que tous ces points déjà, quand on le compare au secteur bancaire, on se dit ouais, il y a un truc intéressant quand même. Il y a un truc qui est pas anecdotique. Accès grand public, je viens d'en parler. La partie appareil. J'entendais tout à l'heure la question sur la partie énergétique. On se pose la question de se dire, mais est-ce que niveau énergétique, on est bon? Est-ce qu'on est en train de cramer du pétrole ou du charbon à haute dose? Ou est-ce que finalement, ça le fait? Dans l'argumentaire, et chacun se fera son opinion là-dessus, je donne juste un argument supplémentaire, il y a le coût du matériel. Sur le secteur bancaire, on va avoir énormément de matériel spécifique. Déjà, la fabrication des cartes à puce et des cartes plastiques que vous avez, c'est pas anecdotique en termes d'empreinte carbone. C'est du plastique avec des puces, donc ça compte à mettre dans cet actif-là. Pareil, côté commerçant, pour les TPE, le matériel est très spécifique et donc doit être pris en compte. Je ne vous parle pas des distributeurs de paiement qui sont distributeurs de billets, qui sont allumés H24 avec un écran qui éclaire la planète et le matériel qu'il faut pour blinder une machine. Inversement, sur Bitcoin, on est quasiment entièrement sur des actifs qui sont déjà existants. On réutilise des téléphones, on réutilise des PC, on réutilise des serveurs. On n'a pas besoin ou pas grand-chose de matériel. On a fait des ASICs pour le minage, ok, mais niveau matériel, on est assez low cost. Ça va ou j'ennuie? Ça le fait, il y a un silence, j'ai l'impression de... C'est bon, je continue? Alors, on continue. Ah oui, un truc qui est cool, en tout cas qui moi m'a plu quand j'ai découvert ça. C'est un paiement qui a été conçu pour Internet. C'est-à-dire que le secteur bancaire a fait son organisation, a fait son système et a du coup dérivé au fur et à mesure de l'arrivée d'Internet en se disant comment j'ai trouvé une solution qui s'adapte à Internet. Donc il s'est contorsionné, nous a inventé 3D Secure, nous a inventé des cartes avec le CSV au dos, bref, il a trouvé des parades en se disant pour que ça fonctionne, on doit pouvoir trouver une solution avec un truc qui est à moitié moche mais qui doit le faire. Bitcoin, lui, il a été inventé pour Internet, c'est-à-dire qu'il a été conçu dans la logique d'Internet. C'est déjà un système qui est dans la logique de open source, une communauté,
un transfert, chaque utilisateur est indépendant et autonome, il est capable de se faire son identité, de se faire son accès, et on fait un protocole intermédiaire qui permet de les mettre en relation. Donc c'est un paiement qui est conçu pour Internet. A l'inverse, Bitcoin a du mal à s'adapter au monde réel. Faire du paiement dans le monde réel, vous risquez des man in the middle, vous risquez des protocoles incompatibles, vous avez d'autres soucis. Donc, même si les protections sont là, c'est plus côté monde réel que le paiement Bitcoin n'est pas encore au top. Voilà. Autonomie stockage, j'ai l'impression de dire mes slides, c'est pas bien, mais je ne les ai pas tous en tête. L'autonomie stockage, c'est un peu le slogan Be Your Own Bank. Vous avez votre propre argent, vous êtes capable de stocker vous-même votre argent, et ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas pour le secteur bancaire. Vous avez besoin de ce tiers de confiance pour stocker vos euros, et donc vous avez besoin d'une banque pour stocker votre argent au quotidien et de manière régulière. Mais par contre, il peut disparaître du jour au lendemain. Vous savez que votre argent est globalement remplacé par de la dette à une bonne partie. Je pense au caméraman qui est en train de galérer, parce que je fais des allers-retours pour la mise au point, ça doit être fun, mais... Désolé, je vais essayer de plus bouger, mais... Donc sur autonomie de stockage, Be Your Own Bank, ça fait peur aux banquiers. Parce que si jamais moi je sors mes sous et que je les garde moi-même, il suffit qu'il y ait 3 à 5% des gens qui commencent à retirer leurs fonds, et c'est des leviers énormes qui commencent à ne plus être disponibles, et c'est des réserves qui ne sont plus disponibles. Donc le fait de pouvoir stocker soi-même son argent, c'est déjà un élément de risque pour les banquiers. On n'a pas commencé à faire du flux que déjà ils n'ont pas envie qu'on ait nos sous. Appréciation de la monnaie, on en a parlé tout à l'heure, donc je ne reviens pas. Et pas de piratage de Bitcoin depuis le lancement. Je crois qu'il n'y a aucune blockchain qui a jamais été piratée jusqu'à présent. Ça arrivera probablement un jour quand on fera des blockchains à 2 balles. Il y aura forcément de la baisse de qualité dans les blockchains, donc on peut imaginer que d'ici 5 à 10 ans, on ait des blockchains qui soient faites avec des algos trop vieux. Mais pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Allez, je vais arrêter de faire de la com pour Bitcoin, là, sinon je suis un VRP Bitcoin trop, donc je vais vous donner aussi des mauvais points. On a vraiment un problème de volatilité du cours, qui n'a pas de raison pour l'instant, à mon avis, de s'arrêter. En tout cas, ça fait des années que c'est comme ça et ça continue. Donc la volatilité, c'est aussi un vrai frein pour utiliser au quotidien cette monnaie. On ne sait pas combien vaut un produit. On peut s'imaginer du jour au lendemain que le cours va faire x2, se dire je reviendrai demain, ça se trouve j'en achèterai 2 pour le prix d'un. Oui, par construction. Ce qui veut dire qu'il y a tout intérêt à l'utiliser quand on utilise. À le garder, à le stocker. Oui, voilà. Non, mais même à payer avec pour un une entreprise, par exemple, à accepter des paiements en Bitcoin, puisque si elle reçoit des Bitcoins, elle recevra encore plus. Côté l'acceptation d'entreprise, ça pose le souci de la TVA et de la gestion de la comptabilité. Le plus souvent, ce que font les entreprises qui pour l'instant acceptent le Bitcoin, c'est de les transformer tout de suite en euros pour justement pas prendre ce risque de cours. Donc malheureusement, ça reste un moyen de paiement, mais à l'arrivée, les fonds sont transférés aussi vite qu'ils sont reçus pour éviter tout problème de fluctuation. Donc l'aspect volatilité du cours, c'est un frein à l'utilisation du grand public pour l'instant. Capacité de monter en charge, ça on a normalement les outils. On devrait avoir Lightning Network, on a eu Segwit, on a tout ce qu'il faut pour monter en charge. Donc ça c'était en rouge il y a encore quelques semaines, mais je pense que maintenant, avec la quantité de personnes qui font du Lightning Network, je pense que je peux le retirer. Ah oui, bon évidemment, Amaury n'est pas de cet avis, je comprends très bien. Et pérennité de la valeur, on l'a mis en rouge, je l'ai mis en rouge pour ma part. Bon, pourquoi c'est complémentaire par construction? Pourquoi est-ce que ces deux systèmes sont vraiment dans leur état d'esprit complètement différents et opposés? Pourquoi est-ce que du coup ils sont complètement inversés sur ce qui est des points forts et des points faibles de l'un et de l'autre? Et du coup pourquoi est-ce que chacun va devoir on va continuer à les utiliser de manière séparée, mais que les utilisateurs vont savoir ce qu'ils doivent récupérer chez l'un et ce qu'ils doivent utiliser chez l'un et utiliser chez l'autre? Je pense que c'est les utilisateurs qui vont faire le tri entre quand est-ce que c'est utile d'utiliser une crypto-monnaie et quand est-ce que c'est utile d'utiliser le secteur bancaire. Par construction, les crypto-monnaies, je vous ai mis pour Bitcoin, mais c'est généralisable, fonctionnent, à mon avis, on peut le décortiquer avec 3 grandes communautés. La communauté des développeurs va être la première à préparer des logiciels. Ils vont développer des applications en se disant « notre service fonctionne en l'état, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme nouvelle technologie, comme nouveau service pour améliorer l'existant ?» Les applications vont être mises à disposition des mineurs qui vont décider des services qu'ils mettent en place. J'ai des applications proposées par les développeurs, lesquelles je mets, lesquelles j'intègre, lesquelles je vais faire tourner sur mes machines. Donc ils investissent en matériel pour faire tourner les applications et vendre les services auprès des utilisateurs. J'intègre vendre les services, la partie minage qui est la création monétaire. Les utilisateurs vont avoir la gentillesse de bien vouloir utiliser ces applications,
et en voir les limites. Ils vont pouvoir dire, OK, j'utilise telle ou telle appli, je vois comment est-ce qu'elle fonctionne, et du coup, je peux faire des retours qui vont revenir aux développeurs pour dire, ce serait top si on avait des nouvelles fonctionnalités. Si on regarde ça, en fait, c'est un secteur, c'est la même chose qu'une banque, mais on a remplacé les équipes par des communautés. Le secteur des mineurs, c'est rien d'autre que la DSI et les équipes IT. Dans une entreprise, c'est elle qui est en charge des socles et du fait que le business tourne. Donc là où on voit des mineurs dans le secteur crypto, on voit simplement une DSI, enfin on voit une DSI côté corporate. C'est juste la même chose qui a été gérée différemment avec une communauté. Les utilisateurs restent les clients, mais c'est aussi un peu la partie marketing. C'est aussi eux qui vont dire il nous faut telle utilisation, il nous manque tel ou tel service. Donc c'est les utilisateurs qui font aussi ce rôle de créativité et de besoin de nouveaux services. Donc la partie commerciale, elle est finalement faite par les utilisateurs. Le dernier point, c'est les développeurs, ça va être les équipes MOA, MOE, qui vont recevoir ces nouveaux besoins et vont pouvoir les transformer en applicatifs qui vont être utilisés par les mineurs. Donc on a transformé, si on regarde un peu l'architecture d'une boîte et l'architecture d'une crypto, on a un système qui est assez symétrique, simplement l'organisation est différente. Bon, je vous passe ça, allez, je vous fais grâce parce qu'on va aller déjeuner bientôt et je pense que vous avez le cerveau qui doit être aussi un peu imbué, mais c'est un slide pour vous présenter que les outils sont tous décentralisés aussi. Là où dans une entreprise, il y a toujours un gestionnaire de chacun des outils, on sait exactement les workflows, on sait qui doit se parler avec quoi pour dire quoi. Là, on sait exactement aussi qui doit se parler, mais les outils sont simplement distribués. Il n'y en a pas un, il y en a 50 qui sont disponibles, et chacun va aller récupérer dans les 50 outils du précédent ce qu'il peut utiliser. Donc les développeurs ont une dizaine d'outils, les mineurs ont aussi une dizaine d'outils, les utilisateurs, vous en avez des cinquantaines, des centaines d'outils à disposition, et chacun va pouvoir commencer à passer par les forums, à passer par les GitHub, à passer par les outils à disposition pour pouvoir transiter et faire passer l'information. C'était flou, si vous avez compris quelque chose, vous êtes très, très doué. Qu'est-ce que ça donne au final? Pourquoi est-ce qu'on va avoir cette opposition, ou en tout cas cette complémentarité? L'existant, vous aurez compris que c'est le secteur bancaire, Bitcoin, j'ai mis le mot Bitcoin, mais en fait c'est toute crypto confondue. Je commence par le plus simple, les monnaies sont construites complètement différemment. On a une monnaie déflationniste côté crypto, on a une monnaie inflationniste côté bancaire, parce qu'elles sont construites par construction de manière complètement différente. Il y a de la rareté qui est créée en crypto, ce qui fait que c'est un actif de réserve et que ça va le rester très longtemps. Et côté bancaire, on a un système qui est inflationniste, c'est-à-dire qu'il incite à l'économie en créant de la monnaie au fur et à mesure du temps. On a une gestion centralisée, évidemment, d'un côté. Côté bancaire, on a quelque chose qui est sous forme hiérarchique et pyramidale, dans lequel des personnes donnent des règles qui sont appliquées, qui sont vérifiées, qui sont validées. Donc on a quelque chose de très hiérarchisé. Côté blockchain, s'il y avait une hiérarchie, au moins ce sera organisé. C'est le flou artistique et chacun, si vous avez eu la chance d'aller sur quelques forums de crypto, vous avez vu le bazar que c'est, pour ne pas dire d'autres mots, d'essayer de passer un avis, de voir qu'il y a Crypto42 qui donne des avis sur tout et n'importe quoi et qu'à l'arrivée, on ne sait pas ce qu'il en est. Enfin bref, c'est le flou, mais ça permet d'avoir énormément d'idées, énormément de personnes qui apportent de l'innovation avec leur point de vue et ça donne un truc qui bouillonne dans tous les sens, mais qui est difficile à gérer. Autre construction, les éléments vraiment de base qui ont été vraiment vus de façon inversée, c'est la gestion du logiciel. On est sur un logiciel open source côté crypto, logiciel propriétaire côté bancaire. Avant d'arriver à récupérer les specs des protocoles, vous aurez beaucoup de mal. C'est des protections, c'est des documents qui sont transités uniquement par les secteurs bancaires et au mieux leurs prestataires et pas toujours. J'ai déjà eu des cas dans lesquels on avait des nouvelles réglementations bancaires qu'on ne pouvait pas implémenter parce qu'on n'avait pas la spec. Et comment est-ce qu'on fait pour la respecter si on ne connaît pas la spec? Bref, c'était des cas un peu bizarroïdes dans lesquels même la documentation était interdite en interne, donc c'est vraiment une logique de la sécurité par l'obscurantisme. Moins les gens sauront et moins les personnes sauront comment ça tourne, et mieux on pourra protéger nos solutions. Donc c'est vraiment à l'ancienne, en disant qu'il ne faut pas qu'on sache comment les algos fonctionnent. Sur le secteur Bitcoin, côté crypto, c'est exactement l'inverse. Tout le monde peut voir ce qui se passe. Même sur Ethereum, on sait toutes les failles de sécurité, et si on a envie de les hacker, on fait une DAO et on hack la DAO. Donc on connaît exactement toutes les failles de sécurité et on peut faire du Solidity autant qu'on a envie. Donc si vous voulez faire du Fragility, comme je le surnomme, n'hésitez pas, il y a tout ce qu'il faut sur Internet pour apprendre ce langage. Je me fais tous les Ethereumistes, là, je suis fait des copains. Données privées, données publiques, évidemment. Une banque garde vos données parce qu'elle peut en faire de la valeur, parce qu'elle peut les analyser, elle peut récupérer de l'information dessus. Côté crypto, c'est exactement l'inverse. On fournit l'information et je vais arrêter de dire des bêtises après, mais on fournit toute l'information pour que chacun puisse vérifier ce qui s'y passe et on considère qu'il faut que chaque utilisateur soit maître de ce qu'il publie et de ce qu'il protège. C'est aux utilisateurs de vérifier ce qu'ils publient et de ne donner que le minimum nécessaire. Donc vous avez du coup tous les outils pour vous protéger sur l'utilisation des cryptos. Vous avez les HDA Wallet, vous avez l'utilisation de réseau Tor, vous avez 15 000
outil de protection pour ne fournir que les informations que vous souhaitez transmettre. Bon, allez, je termine avec celui-là, tu m'autorises. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne en fait aussi un parallèle entre les acteurs. Vu qu'on a deux écosystèmes construits de façon complètement opposée, mais de manière symétrique, donc ils ont chaque fois fait l'inverse l'un de l'autre, c'est asymétrique exactement. On a aussi des acteurs qui, du coup, en termes d'entreprise, sont remplacés les uns par les autres, ou en tout cas se font concurrence de chaque côté. En termes d'IT, par exemple, c'est le plus simple à voir. On voit bien que les usines monétiques et les DSI bancaires sont directement face à face avec la partie mineure côté crypto. C'est les mêmes, c'est ceux qui font tourner les infras. On voit très bien qu'ils sont des deux côtés à traiter du flux de la transaction. Côté développeurs, les développeurs qui sont côté Bitcoin se retrouvent à l'équivalence avec les développeurs côté bancaire. Ils bossent pas du tout de la même façon, mais c'est des équivalences. Donc les boîtes qui font Sopra, Steria, Atos Worldline et toutes ces boîtes de développement informatique bancaire se retrouvent indirectement concurrencées par le développement de traitement de transactions par des outils open source. Les moyens de paiement, évidemment. Toutes les crypto-monnaies sont des moyens de paiement, même si j'ai expliqué que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de flux parce qu'il n'y a pas de raison de l'utiliser. Ces moyens de paiement-là se retrouvent à prendre du flux, prendre de l'activité, prendre de la part de marché sur ce qui est de l'activité classique de Western Union, de American Express et de tous ces moyens de paiement usuels que sont le virement et tous ces outils. Donc on a du flux qui a une part de marché qui est prise par les crypto-monnaies. Bref, le Forex, évidemment, sur Party Exchange, quand on voit les volumes qu'ont fait les exchanges cette année, on voit qu'ils ont pris une part de marché dans le Forex et dans les différentes places de marché. Voilà, du coup, vous n'aurez pas la suite, vous ne saurez pas ce qui se passe après. Il faudra revenir dans un deuxième épisode et si vous avez des questions, c'est au plaisir.